La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi dans la province du Nord Kivu. La chef du gouvernement est allée rencontrer la population, les autorités provinciales, locales et les chefs coutumiers de cette province. Et en international, les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes avec une assistance appropriée pourrait croître d'1,8 milliard de dollars. Selon l'avis des experts, les opportunités à saisir résident dans l'agroalimentaire et le tourisme. C'est la grande édition, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue. Après la province du Sud Kivu, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue ce mercredi 25 juin dans la province du Nord Kivu. Elle était accueillie par le gouverneur militaire et le président de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres autorités politico-administratives de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement est venue rencontrer la population, les autorités provinciales, locales et les chefs coutumiers pour échanger afin d'ajuster leur intervention. C'est ce qu'a déclaré à sa descente de l'avion à l'aéroport de Goma. Suivez la première ministre dans cet extrait. Mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, les provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans, cette province, comme vous l'avez dit, meurtrie, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. La province du Nord Kivu, de plus en plus sous la menace de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Dans un rapport, un groupe d'experts mandaté par l'ONU, il est indiqué qu'environ 4000 combattants de l'armée rwandaise sont nouvellement déployés pour appuyer ces groupes rebelles, révèle un média canadien. Selon ces documents, ces militaires sont équipés d'armées. Pour asphyxier la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et prendre le contrôle de plusieurs cités et localités aux alentours, le Rwanda a déployé près de 4000 militaires avec des armes modernes, selon un nouveau rapport de l'ONU. D'après ce rapport de 296 pages d'un groupe d'experts nommé par l'ONU, consulté par le média canadien Globe and Mail, les militaires rwandais sont actuellement nombreux sur les fronts autour de Goma, plus que les rebelles de M23. Selon les experts des Nations Unies, les soldats rwandais occupent des positions militaires clés avec des armes modernes, y compris les collines autour de Sake, une ville stratégique à environ 25 km de Goma. Cette intervention a joué un rôle crucial dans l'expansion du territoire contrôlé par le M23 qui a augmenté de 70% depuis novembre 2023. L'armée rwandaise s'est positionnée sur les lignes de front, a utilisé des armes de haute technologie et s'est directement engagée dans le combat, mentionne par ailleurs le rapport onusien. Cette coalition M23 et l'armée rwandaise ont de facto encerclé Goma, contrôlant progressivement toutes les mutes d'accès et d'approvisionnement qui mènent à l'accès d'une route menant directement au Rwanda, indique le même document. Les experts onusiens accusent même le Rwanda et l'armée rwandaise d'avoir bombardé aveuglément les camps de déplacés à Sake, faisant au passage plusieurs morts et blessés, ainsi que des dégâts matériels importants. Selon Globe and Mail, ce rapport a été soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies durant ce mois de juin. Renforcer la volonté, le vouloir et le pouvoir combattre des éléments FARDC ainsi que la compréhension des opérations spéciales, objectif d'une formation d'environ 3 semaines donnée par la MONUSCO en faveur des soldats du 3012 bataillon Voltigeur déployés en Ituri. La fin de cette formation a été sanctionnée par une cérémonie officielle qui a été présidée par le gouverneur militaire. Suivez.
Ces démonstrations militaires des unités spéciales du 32e bataillon témoignent la fin de la formation de ces vaillants soldats. Ceci s'inscrit dans le cadre de la mutualisation de forces entre FARDC et MONUSCO. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Boyan Kashamadjouni, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces avant d'appeler ses compagnons d'armes à la discipline dans l'accomplissement de leur mission. Parce que bon commis ma soldat bien entraîné. Atatango bozana bitumba bo se rappeler biloko nyonso batangi sibino discipline en tout. Bongo beta masasi nini na sepeli komona bino pe morale za toujours très haut. Na souhaiter bino bonne chance mingi. Cette formation spéciale de ce jeune soldat vient redynamiser la compréhension des opérations afin de sauvegarder les intérêts de l'État à cette période de l'état de siège, a dit le commandant force de la MONUSCO AI en RDC. Allez de l'avant et détermination. Je vous remercie pour votre dévouement et votre travail acharné. Puissiez-vous porter l'esprit des FADC dans tout ce que vous ferez. Tant que membre des FADC, vous portez une responsabilité unique. Vous êtes l'avant-garde de la sécurité de la nation et gardien de la paix et de la stabilité. Tenez que la formation des militaires et la dotation d'équipements modernes sont parmi les piliers de la montée en puissance des forces armées en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Souci ardent du commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à Kinshasa, le commissariat provincial de la police nationale congolaise, de nouveaux cachots sont en train d'être construits grâce au financement de la police des Nations Unies. Aux côtés de ces lieux de détention, des installations sanitaires seront également aménagées pour garantir aux pensionnaires un séjour carcéral respectant leurs droits humains. Le ministre d'État en charge de la justice a effectué mardi une visite d'inspection de travaux de construction de ces cachots. Suivez. Alors qu'il était en pleine visite au commissariat provincial de la police le mardi 25 juin, Constant Mutamba, ministre d'État, ministre de la Justice, s'est montré constamment préoccupé de savoir s'il existe des cellules réservées aux auteurs de détournement des fonds publics en découvrant les cachots en construction financés par l'Unipol MONUSCO. Mais il n'y a pas de cellules pour les voleurs d'État. Dès sa prise de fonction en tant que ministre de la Justice, Constant Mutamba a promis la construction d'une prison pour le Kuluna en cravate et l'amélioration des conditions carcérales des prisonniers. Cela justifie cette visite surprise au commissariat provincial de la police. Son objectif principal était de se renseigner sur la situation carcérale des prisonniers, un premier pas vers la réalisation de son projet ambitieux. Il nous a surpris dans le bureau, c'est dans le cadre de ses attributions. Nous avons profité de l'occasion pour lui montrer ce que nous faisons en matière de détention. C'est dans le respect des droits de l'homme. Nous avons profité de cette occasion pour qu'il puisse visiter nos cachots et les conditions sanitaires. Car depuis son arrivée, il a donné un temps. Et dès lors, on a trouvé qu'il fallait commencer à aménager les endroits d'aisance pour les détenus. Il a eu à voir que nous sommes en plein chantier et je pense que nous avons toujours besoin de lui pour l'accompagner. L'une des principales recommandations des ONG nationales et internationales à l'État congolais a toujours été la rénovation et la construction de nouvelles prisons pour remédier à la surpopulation carcérale. Même si le ministère de la Justice affiche sa détermination à cet égard, il est important de souligner qu'aucune politique concrète n'a été annoncée pour parvenir à cette fin. Et puis autre chose, la RDC continue d'enregistrer des cas d'atteinte à la liberté de presse. C'est ce qu'a déclaré un rapport de l'ONG Journalistes en danger. L'ONG qui répertorie ces cas de violation entend renforcer sa capacité de monitoring de ces atteintes. Cette organisation a animé un atelier qui a permis d'élargir son réseau. Tivis Tivouadi, son secrétaire général, explique le but recherché. Au micro de Géopolis, il est également revenu sur le fil conducteur du combat de JET, la lutte pour la dépénalisation de délits de presse. Suivez.
Voilà, nous voulons d'abord créer un réseau sur des médias numériques qui va nous permettre à ce que des cas qui concernent les journalistes, c'est-à-dire les attaques contre les journalistes, soient diffusés le plus possible au niveau de l'opinion, parce que l'impression c'est que on commence un peu à banaliser les atteintes. Parfois, des crimes graves contre des journalistes sont un peu banalisés dans ce pays parce que l'opinion pense que c'est normal d'arrêter un journaliste, c'est normal de tuer un journaliste. Et donc, nous voulons, ensemble avec les participants à cet atelier, créer ce réseau qui va faire en sorte que nous puissions porter plus loin la voix de la défense de la liberté de la presse à travers notamment les médias et les réseaux sociaux. Nous sommes allés aux États généraux, on a organisé il y a 2 ans les États généraux dans ce pays, qui nous ont permis de faire un état des lieux de la situation des médias et de proposer des recommandations qui puissent permettre à ce que le secteur de médias dans notre pays puisse être renforcé et que la sécurité des journalistes puisse être aussi renforcée et que l'environnement général de travail des journalistes puisse être assaini. Et vous savez que ces États généraux ont été présidés par le président de la République lui-même. C'est pour vous dire qu'en fait, qu'il y avait un engagement politique dans lequel nous avons cru que le nouveau pouvoir est évidemment déterminé à pouvoir appuyer ce secteur, comme le président lui-même avait dit, pour que les médias puissent effectivement jouer le rôle de 4e pouvoir et de chaîne de garde. Effectivement, comme j'ai dit, il y a des recommandations qui sont sorties de là, qui demandent à être mises en œuvre. On constate simplement que 2 ans après, en dehors de la nouvelle loi qui a été rendue publique, qui a été adoptée, qui a été publiée par le président, beaucoup d'autres recommandations n'ont pas encore connu un début d'exécution. Donc nous disons, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que cette volonté exprimée politique de pouvoir appuyer les médias, et que cette volonté ne reste pas au niveau simplement des discours, que cette volonté soit suivie des actes concrets. Parmi ces actes concrets, effectivement, il y a la mise en œuvre de cette nouvelle loi dans ces dispositions qui ne dépénalisent pas, mais qui quand même permettent que des journalistes ne soient pas arrêtés de manière intempestive, comme ça a été le cas. Or, on constate qu'en dépit de l'existence de cette nouvelle loi, des journalistes continuent toujours à être arrêtés. J'étais en prison, en violation justement de ces dispositions de la nouvelle loi. Réhabilitation du pont Louboudi, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a présenté 2 solutions pour réparer ces ponts dans le territoire de Kabea-Kamwanga, dans la province du Kasaï central. En premier lieu, c'est sa réhabilitation dans un délai de 45 jours. Et deuxième, il sera question d'aménager la route des contournements dans 10 jours pour permettre la reprise du trafic. La question est de savoir comment évolue le travaux de la réhabilitation de ces ponts. Écoute Jean-Claude Kalonji, député provincial au Kasaï oriental, qui nous explique l'évolution. La construction du nouveau pont, il faut dire que ces travaux ont beaucoup évolué. Et selon les informations que nous avons jusqu'à hier, je peux évaluer l'évolution des travaux à 70%. J'étais en discussion avec l'ingénieur qui m'a rassuré qu'ils ne pourront pas réaliser les 45 jours qu'ils avaient sollicités pour que le nouveau pont soit jeté. À l'issue de la réunion technique qui avait réuni, le technicien de l'Office des routes, le ministre de l'ITPR, les gouverneurs de province à l'intérim, le président de la commission socio-culturelle et le président de l'Assemblée provinciale. À l'issue de cette réunion, 3 pistes de solutions ont été trouvées. La première consistait à ouvrir et réhabiliter la route de contournement qui partait de Kenankuna, Chinchankou, Miabi, Mbujuma. C'est une voie qui devrait être utilisée par des camions, des camionnettes en provenance de Kinshasa, Kananga et autres villes pour aller à Mbujuma. La deuxième piste consistait à ouvrir une voie d'accès pour faciliter la traversée par pirogue sur la rivière Loubi. Et ça, c'était juste à côté de l'ancien pont qui était effondré. Et la troisième piste, c'était d'amorcer si rapidement les travaux proprement dits de la construction du pont. Comment les opérateurs économiques s'en sortent? Les opérateurs économiques de 2 provinces, pas des provinces,
même ceux qui quittent Kinshasa, ils utilisent la route de contournement qui va de Kenankuna, Chinchankou, Miabi, Mbujimai. Ils amènent tout ce qu'il y a comme ciment, carburant, toutes sortes de marchandises. Pour ceux qui utilisent les vélos et les motos, ils préfèrent prendre la voie la plus courte. C'est celle qui est de la traversée de la rivière par pirogue. Ceux qui quittent Mbujimai, ils vont jusqu'à Macha, ils sont à la lobby. On le fait traverser au moyen des pirogues qui sont installés là-bas. Ceux qui viennent aussi des autres villages environnants et qui quittent Kenankuna font de la même manière. Je demande à notre population qui s'inquiétait déjà lorsque les travaux étaient aux arrêts, j'informe à cette population que les fonds sont déjà disponibles et que les travaux ont déjà repris il y a de cela 3 jours. Vous allez corriger avec moi, c'est le pont Loubi et non Louboudi. Place maintenant à la page internationale. Un ambitieux projet de pipeline soutenu par la Chine visant à faire du Niger un exportateur de pétrole se retrouve confronté à une série de défis critiques exacerbés par une crise de sécurité interne et un différend diplomatique avec le Bénin voisin. Pour trouver une issue, le Niger évoque la possibilité de faire transiter le pétrole par le Tchad et les Cameroun voisins. Cette alternative, ainsi que celle du Nigeria, avait déjà été envisagée initialement avant que les autorités nigériennes ne privilégient le pipeline vers le Bénin. Suivez. Entre le Bénin et le Niger, la situation se détériore, menaçant le pipeline qui devait faire du Niger un pays exportateur de pétrole. Niamey envisage ainsi de transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun, une option que certains experts jugent complexe à mettre en œuvre. L'option du Tchad n'est pas une solution simple parce que elle veut dire qu'elle sous-entend qu'on construit un nouveau pipe. Il faut trouver un investisseur. Est-ce que les Chinois qui ont déjà investi dans le pipeline vers le Bénin vont encore investir dans le pipeline sur le Tchad? Toutes ces questions-là ne sont pas réglées à mon avis. Ce pipeline soutenu par la Chine relie le champ pétrolier d'Agadem au port de Cotonou. Destiné à quintupler la production pétrolière du Niger, le projet est entravé par des défis diplomatiques et sécuritaires. Le Niger étant devenu producteur du pétrole en 2011, il n'y avait pas cette insécurité. Et les Chinois avaient à cette époque mis assez d'argent pour construire la Soraz, qui est la société de raffinerie de Zander, qui est au centre du pays. Et du coup, eux, ils ont investi l'argent, ils veulent récupérer d'abord leur argent, les investissements qu'ils ont faits. Ils ont investi aussi dans le pipeline. On parle de l'ordre d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars. Donc, c'est de sommes importantes. Et pour les Chinois, il est important que l'exportation puisse continuer pour qu'ils puissent récupérer tous les investissements. Les enjeux économiques pour le Niger sont énormes, notamment après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le pays compte désormais sur ses exportations de pétrole pour stabiliser son économie. L'exportation du pétrole est un vrai enjeu pour le Niger parce que le Niger compte là-dessus pour contourner la dégradation de ses relations avec la communauté financière internationale. En raison du coup d'État, beaucoup de partenaires ont suspendu leur aide bilatérale, l'aide multilatérale se négocie encore, mais le Niger compte sur l'exploitation du pétrole pour pouvoir avoir une certaine résilience sur le plan économique et financier. Les deux pays sont économiquement perdants, le Bénin étant également privé de millions de dollars en droits de transit. Je le dis au sommaire, les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes avec une assistance appropriée pourrait croître d'1,8 milliard de dollars selon l'avis des experts pour qui les opportunités à saisir résident dans l'agroalimentaire et le tourisme au vu du potentiel qu'offre le développement du commerce intra-africain. Il existe de bonnes options pour stimuler le partenariat entre l'Afrique et les Caraïbes en matière de services. Suivez. Bien que des affinités géographiques et culturelles existent entre le continent africain et les Caraïbes, les deux régions économiques ont des échanges commerciaux très limités.
Publié en 2022, le rapport du Centre de commerce international Expanding African and Caribbean Trade indiquait que l'absence d'accords commerciaux véritables entre les pays africains et ceux des Caraïbes, ainsi que le manque d'investissement dans les secteurs à forte potentialité, constituent les principales barrières au développement des échanges de biens et de services. Le rapport indique en effet que les exportations africaines vers les Caraïbes ne représentent même pas 0,1% des exportations totales du continent. Africans and Caribbeans must first understand what the opportunities for trade are. L'Afrique et les Caraïbes doivent d'abord comprendre quelles sont les possibilités d'échanges commerciaux. Je pense donc que la première chose à faire est d'informer et d'éduquer en matière de commerce. Qu'est-ce que nous pouvons produire dans les Caraïbes et qu'est-ce que nous pouvons produire en Afrique? Pour moi, l'un des secteurs clés après avoir identifié les opportunités est l'agriculture. Puis viennent les secteurs du tourisme, de la logistique et du transport. Hospitality. We have the sector of logistics and transportation. Si pour le moment l'Afrique n'exporte vers les Caraïbes que des minéraux primaires et n'importe que des produits chimiques, il existe de nombreuses opportunités pour diversifier le commerce entre les deux régions. Le Centre de commerce international indique à cet effet qu'en améliorant le circuit de chaîne de valeur, les exportations de l'Afrique vers les Caraïbes pourraient croître de 54% d'ici 2026. Si vous prenez le secteur agricole, où nous avons des produits de base comme le cacao ou le café, qui sont largement produits dans la ceinture équatoriale au Nigeria, au Cameroun ou au Ghana par exemple. Si nous acceptons de transformer nos produits de base ici dans la zone des Caraïbes et d'exporter vers ces marchés étrangers, nous ajouterons de la valeur à nos économies. La pandémie du Covid-19 a été le facteur qui a encouragé les États africains à repenser les actions de coopération et de développement sur le continent. Aide publique au développement, zone de libre-échange, chaîne de valeur, maîtrise des ressources naturelles. Pour René Awambeng, les enjeux sont colossaux pour les deux régions et nécessitent des investissements qui vont participer à la consolidation des liens entre ces deux régions. Madame, Messieurs, l'actualité continue avec la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui a titré Sud Kivu, la MONUSCO plie bagage. Selon le journal, après 20 ans de déploiement sur le territoire congolais, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, a fermé hier mardi 25 juin son bureau de Bukavu, centre névralgique de ses opérations au Sud Kivu, lors d'un événement de haut niveau. Le 30 juin, comme convenu avec le gouvernement de la RDC, la mission achèvera son retrait du Sud Kivu, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays. Géopolice Hebdo, qui revient sur cette information, a indiqué que c'était en présence de la première ministre que s'est déroulée cette cérémonie de fermeture des bases de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu. Il faut souligner que, poursuit le journal, la fermeture des bases de la MONUSCO au Sud Kivu est conforme à la résolution 2717 du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans un autre registre, Africa News a écrit « Retombée de la visite de Tshisekedi au Tchad, Kinshasa et Djamena signent 3 accords de coopération. Il s'agit notamment de l'accord cadre de coopération globale, l'accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens de chaque pays et l'accord pour des consultations diplomatiques régulières. Tous ces accords ont été signés par les ministres sectoriels des deux pays en présence des chefs d'État respectifs. Géopolice Hebdo revient à la charge et a indiqué au deuxième jour de sa visite d'État au Tchad, écrit les tabloïds, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été invité à dévoiler la plaque d'une grande artère de la ville de N'Djamena qui porte son nom, longue de 1,6 km. Pour les autorités tchadiennes, la débaptisation de cette avenue au cœur de la capitale est faite en reconnaissance de l'implication du président Tshisekedi pour les efforts de facilitation au processus de transition tchadienne en sa qualité de facilitateur désigné par la CEAC. Autre chose dans l'actualité, guerre d'agression, le Rwanda déploie près de 4000 militaires sur les fronts pour appuyer les terroristes de M23, a titré le quotidien Info 27. Pour asphyxier la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et prendre le contrôle de plusieurs cités et localités aux alentours, le Rwanda a déployé près de 4000 militaires avec des armes modernes selon un nouveau rapport de l'ONU. Selon le journal Info 27, d'après ce rapport de 296 pages d'un groupe d'experts nommé par l'ONU, consulté par les médias canadiens Globe and Mail, les militaires rwandais sont actuellement nombreux sur le front autour de Goma, plus que les rebelles de M23. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres.
La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi dans la province du Nord Kivu. La chef du gouvernement est allée rencontrer la population, les autorités provinciales, locales et les chefs coutumiers de cette province. Et internationale, les relations commerciales entre l'Afrique et les Caraïbes avec une assistance appropriée pourrait croître d'1,8 milliard de dollars selon l'avis des experts. Les opportunités à saisir résident dans l'agroalimentaire et le tourisme. Et c'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.